Dans cette vidéo, je vais vous parler du phénomène de la damnatio memoriae royale. La damnatio memoriae est une pratique ancienne induisant la volonté d'effacer purement et simplement l'existence terrestre d'une personne des mémoires, y compris celle des dieux. En faisant cela, on privait la personne maudite d'une vie éternelle dans l'au-delà, un sort très redouté dans l'Antiquité. Dans le cas des têtes couronnées antiques, il s'agit parfois de faire oublier que telle ou telle personne avait régné, pas forcément de la punir pour la priver de sa vie éternelle. Il existait deux méthodes pour procéder à la damnatio memoriae, soit en détruisant les représentations de la personne, soit en s'attaquant à son nom. Dans ce second cas, il existait également deux possibilités de faire oublier la mémoire du nom. Soit on supprimait administrativement et socialement le nom de la personne, soit on doublait cette précaution en renommant la personne incriminée de manière à ce qu'elle ne puisse plus être identifiée que par son nouveau nom. Ainsi, dans le cas des conjurés qui participèrent à l'assassinat du roi Ramsès III, leurs noms originels nous sont inconnus et ils furent rebaptisés avec des noms infamants comme Messedesura, qui signifiera le haie, Bim en Wasset, qui veut dire mauvais dans Thèbes, ou encore Païniouk, que l'on rend par ce démon et qui, terminé par le signe du serpent, fait référence au démon serpent Aapep, que vous connaissez peut-être aussi sous son nom grec d'Apophis. Il attaqua Ra pour détruire le soleil et l'humanité, mais fut heureusement tué par Seth, la seule bonne action de ce dieu connue à ce jour. Ce terrible surnom de Paniouk cache également un mot dérivé de l'antique racine Nik, qui signifie punir de mort. Un sort qui, sans surprise, frappa les conjurés qui avaient participé à l'assassinat de Ramsès III, dont l'étude de la momie permit d'apprendre qu'il fut égorgé. Le principe de la damnatio memoriae s'est tout autant appliqué aux rois qu'aux criminels et même à des particuliers victimes après leur mort de destruction vengeresse de leur nom et de leur image, comme c'est le cas de quelques hauts dignitaires inhumés dans la vallée des Nobles au pied de la montagne thébaine. On note toutefois des nuances dans le fait qu'elle était plus ou moins agressive, ainsi que nous allons le voir à travers cette liste non exhaustive des souverains qui furent maudits pour diverses raisons dans l'Antiquité. Les premiers souverains connus pour avoir subi la damnatio memoriae sont les rois Hyksos qui vécurent à la deuxième période intermédiaire. Surnommés les Ekau Rassout, ce qui veut dire les dirigeants des pays étrangers, ils furent désignés comme les méchants envahisseurs par les rois égyptiens. Et comme c'est toujours le vainqueur qui réécrit l'histoire, on a longtemps cru qu'en effet, les Hyksos avaient envahi le nord de l'Égypte et s'étaient emparés du pouvoir par la force, en créant un royaume dissident contrôlant la basse et la moyenne Égypte, c'est-à-dire une partie du pays. Selon la version des vainqueurs, les rois égyptiens qui régnaient depuis Thèbes sur la Haute-Égypte s'étaient lancés dans une croisade contre les oppresseurs du nord afin de libérer le peuple égyptien de leur emprise. Sauf qu'aujourd'hui, on sait que la vérité est très éloignée de cette version. Et d'ailleurs, s'il est établi que les Hyksos sont bienvenus par vagues migratoires massives en Égypte, ils s'installèrent de façon pacifique dans le nord du pays à la fin du Moyen Empire. Alors qu'Ititaoui perdait progressivement son statut de capitale, deux dynasties parallèles s'établirent dans leurs territoires respectifs. Les prémices de leurs relations n'étaient alors pas du tout hostiles. Et à Avaris, la capitale des Hyksos, contrairement à ce qui a souvent été dit, les souverains régnants ne furent pas tous des Hyksos. Il y eut aussi des rois égyptiens, d'autres asiatiques et peut-être même nubiens,
si le nom d'un roi de la 15e dynastie, Néhésie, qui signifie le Nubien, désignait véritablement son origine géographique. La nature humaine étant ce qu'elle est, des relations pacifiques ne pouvaient perdurer dans le temps, et les rois égyptiens du sud déclenchèrent les hostilités, n'hésitant pas à détruire des cités entières favorables aux Hyksos. Dans le genre excuse bidon pour sauver le peuple égyptien de l'oppression Hyksos, on fera difficilement mieux. Au final, Ahmosis, qui avait repris le flambeau familial de la guerre, réussit à bouter hors d'Égypte les Hyksos, n'hésitant pas à les pourchasser jusqu'aux frontières égyptiennes de l'Empire qui s'étendait alors au-delà du Sinaï. Ahmosis, qui restaura l'unité du royaume d'Égypte, est à l'origine de la 18e dynastie qui débute le Nouvel Empire. Il eut soin d'effacer toutes les traces possibles du règne des Hyksos, et ses successeurs en firent autant avec ce qui restait. D'ailleurs, à ce jour, nul ne sait où se trouve leur tombe, ni même s'il en reste quelque chose. Logiquement, ils furent frappés de la damnatio memoriae et soigneusement effacés des listes royales. On n'en trouve aucune mention dans la chambre des ancêtres de Karnak, qui liste 61 pharaons ayant précédé Thoutmôsis III, ni dans la célèbre liste royale d'Abydos, rédigée sur ordre de Ramsès II, qui donne les noms de 76 souverains, le plus ancien étant le roi Méni, qui vécut presque 1800 ans auparavant. On le voit à travers ce document notamment. Les prêtres égyptiens étaient des archivistes royaux impressionnants, et un oubli dans la liste n'avait rien d'un effet du hasard. Comme nous l'a superbement bien expliqué l'égyptologue Florence Marie-Eujol dans la première Toutankhamon interview consacrée à la corrégence entre Hatshepsut et son neveu et beau-fils Thoutmôsis III, ce dernier décida de rayer de l'histoire de la monarchie le règne de sa tante en ordonnant la destruction un peu partout dans le pays de l'image et du nom d'Hatshepsut. Mais attention, il s'agissait d'un acte politique ciblé. Thoutmôsis III a considéré qu'elle avait usurpé une fonction qui lui revenait exclusivement. Si elle avait continué à régner comme régente, cela ne lui aurait pas posé de problème. Et comme roi, elle a manifestement usurpé à ses yeux un privilège qui l'a conduit à une corrégence et l'a empêché de régner seul quand il avait été en âge de le faire. Pour autant, ce n'est ni la politique ni la personne d'Hatshepsut qui fut remis en question. De fait, Thoutmôsis III garda les mêmes conseillers qu'Hatshepsut avait mis en place à des postes clés après son décès, et ne toucha pas non plus les représentations et le nom d'Hatshepsut qu'il a représenté ou l'évoqué en tant que grande épouse royale de son père Thoutmôsis II ou en tant que régente. C'est vraiment le personnage d'Hatshepsut en tant que pharaon qu'il souhaita faire oublier pour rappeler qu'il était le successeur direct de son père et qu'il n'y avait eu personne entre son règne et celui de Thoutmôsis II. Logiquement, Hatshepsut est donc absente de la liste royale d'Abydos. En ce qui concerne Akhénaton, sa damnatio memoriae est très différente. Pour rappel, Akhénaton a vécu au Nouvel Empire, tout comme Hatshepsut. Sans être monothéiste, une idée reçue qui a la vie dure, même chez les égyptologues, et sur laquelle je suis revenue dans la vidéo intitulée « Non, Akhénaton n'était pas monothéiste », Akhénaton abandonna le culte des divinités traditionnelles pour mettre en exergue celui d'un dieu jusque-là peu connu, Aton, évoqué à travers l'image du disque solaire dont les rayons étaient terminés par des mains bienfaitrices distribuant la vie sur Terre. Ces choix religieux, mais aussi politiques et administratifs, l'amenèrent à se confronter au clergé d'Amon, auquel il fit ostensiblement plusieurs affronts, comme changer son nom de naissance, qui était Amenhotep, qui signifie Amon est en paix ou Amon est satisfait, en Akhénaton, qui veut dire la gloire d'Aton ou utile à Aton, en faisant également d'Aton le dieu national par l'édification d'une nouvelle capitale située en Moyenne-Égypte, alors que jusque-là, cette prérogative était l'apanage exclusif d'Amon-Hateb. Il déposséda également le puissant clergé du dieu d'une partie de ses ressources et ordonna une campagne de martelage du nom et de l'image d'Amon un peu partout dans le pays. Après son décès, et quelques années après la période trouble qui s'ensuivit, les prêtres d'Amon furent rétablis dans leurs prérogatives par son fils Toutankhamon
et ses successeurs, Haï II et Horemheb, chacun s'attribuant ce mérite qui pourtant revient de droit à Toutankhamon. Akhenaton subit alors une damnatio memoriae consistant en la destruction de son image et de son nom, surtout sur les images en 2 dimensions, ainsi qu'au saccage de sa tombe royale à Tel el Amarna. Le roi Toutankhamon n'aura pas régné assez longtemps pour inverser la tendance qu'il a cataloguée pour ses successeurs comme fils d'Akhenaton. Bien qu'il ait fait modifier son nom de naissance, Toutankhaton, qui signifie image vivante d'Aton, en Toutankhamon pour marquer ouvertement sa déférence à Amon, qu'il ait abandonné la capitale d'Akhétaton, Tel el Amarna, qu'il ait rendu au clergé d'Amon les possessions que son père leur avait prises et qu'il ait restauré financièrement les temples négligés par Akhénaton, cela n'a pas suffi à le dissocier de la période amarnienne. Son successeur et conseiller, Haï II, reprit à son compte la restauration des cultes divins dans le pays et effaça à maints endroits les noms royaux de Toutankhamon pour les remplacer par les siens. Il usurpa même son temple de millions d'années érigé à Médinet Tabou, privant ainsi le jeune roi d'un culte funéraire. À sa suite, Horemheb, général en chef des armées de Toutankhamon, devint à son tour pharaon, et lui aussi s'attela à effacer le nom du jeune roi pour le remplacer par le sien, s'attribua les mérites de la réhabilitation des cultes divins dans le pays, et usurpa le temple de millions d'années d'Haï II pour son propre compte. Sous les Ramessides, et notamment sous Ramsès II, si aucune vindicte ne fut ostensiblement déclenchée à l'encontre de Toutankhamon, le fait qu'il était volontairement écarté des listes royales, comme celle d'Abydos, rédigée sur ordre de Ramsès II, montre bien que ses successeurs s'employèrent à faire oublier sa mémoire, déjà victime d'un règne court et dont de nombreux monuments avaient déjà été usurpés. Amenmès est un souverain qui vécut à la fin du Nouvel Empire, à la 20e dynastie. À ce jour, on ne connaît pas avec exactitude ses origines. On sait que sa mère se prénommait Tahat et qu'elle portait le titre de fille de roi. Mais cette identité peut aussi bien convenir à Tahat, l'une des filles de Ramsès II, qu'à une possible fille de son fils et successeur Meremta. Amenmès était donc issu d'une lignée royale, mais il n'était pas l'héritier de la couronne. En effet, à la mort de Meremta, c'est son fils aîné Séti II, né de la grande épouse royale Isis-Néferet II, qui monta sur le trône. Cela n'empêche pas Amenmès de remettre ouvertement en cause la succession et de s'emparer du pouvoir en Haute-Égypte, une action facilitée dans la mesure où, à l'époque, les rois régnaient désormais sur le pays depuis Pi-Ramsès, dans le nord, et non depuis Thèbes. Or, c'est dans l'ancienne capitale du pays qu'il se fait couronner, avec l'appui des grands prêtres d'Amon. Il va donc régner sur le sud du pays ainsi que sur la Nubie durant un règne de quelques années. Il en profite pour marteler le cartouche de son rival dans la tombe de Séti II, alors en cours de construction et de décoration dans la vallée des rois. Séti II met assez rapidement un terme à ses prétentions royales, ce qui aboutit à sa fin dont on ne sait rien. Sans surprise, Amenmès subit à sa mort la damnatio memoriae, ce qui explique en grande partie pourquoi nous en savons très peu sur lui. Les origines parentales du roi Siptah ne sont pas non plus bien établies. Certains en font le fils du roi Séti II, d'autres le fils de l'usurpateur Amenmès. Le problème étant que dans les deux cas se rencontrent des éléments à charge et à décharge. On sait que sa mère, Souteriri, portait le titre d'épouse royale, mais hormis le fait qu'elle était une princesse, peut-être originaire du Levant, on ignore à qui elle était mariée. À Séti II? À Amenmès? Ce que l'on sait, c'est qu'à la mort de Séti II, la grande épouse royale Taouzéret dirige le pays comme régente, ce qui implique que le nouveau roi Siptah est trop jeune pour gouverner. Trop jeune, également affecté d'un handicap physique qui le faisait considérablement boiter. Le choix de placer sur le trône un individu manipulable était bien évidemment calculé. L'infortuné Siptah décéda vers 20 ans, sans jamais avoir vraiment régné. La suite de son histoire est donc incompréhensible. En effet, il subit, on ne sait trop par qui, une damnatio memoriae dont on ne connaît pas la finalité. Si t'es toqué d'antiquité, t'as qu'à liker Toutankatube.